Bonjour à tous. Alors, je suis le premier intervenant. Je me présente, je suis François Rivet et je suis enseignant-chercheur à l'ENSERM Mathmeca et mon laboratoire de rattachement est le laboratoire IMS. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de connecter les intelligences de demain. Alors c'est un titre qui peut sembler bizarre, mais je vais essayer de vous expliquer tout ça. Déjà une première question. Combien d'entre vous ont connu l'ère pré-Internet? C'est-à-dire, on passait un appel en utilisant un téléphone, un vrai téléphone, on envoyait des SMS en utilisant un tatou ou un tam-tam, et on surfait sur le Minitel. Alors, combien? Voilà, c'est plutôt les rangs du bas, on va dire. Il faut savoir que le premier téléphone, il a été inventé en 1973, le premier téléphone portable. Et sa commercialisation date de 1983. Alors 1983, c'est pas n'importe quelle année. Pour moi, c'est une année très importante, puisque c'est la première fois où j'ai été à la plage. J'ai découvert le silicium, et là, vous me voyez avec ma sœur jumelle, où j'ai eu mon premier téléphone. Alors, ce qui est bien avec la science, c'est que quand on est jeune, on est un peu émerveillé quand on regarde des films à la télé. Et dans cette même jeunesse, en 1987, j'étais fan de Star Trek. Alors Star Trek The Next Generation. Et je voyais que le capitaine Picard avait dans les mains un objet pour consulter des choses en ligne, ça s'appelle un iPad. Également, j'étais fan d'une autre série qui s'appelle Code Quantum, qui repasse sur la chaîne 153, hein, si certains sont intéressés. Il y avait le fameux Hal qui avait dans les mains un appareil aussi pour communiquer avec Ziggy. Et donc c'était comme un iPhone, sauf que nous maintenant on communique avec Siri. Et comme quoi la science-fiction peut devenir science-réalité. Et ce que l'on voit, c'est que bien en 30 ans, tous ces objets, magnifiques objets des années 80, ceci est un magnétoscope, pour lire des cassettes, ceci est une caméra, ceci est une chaîne Hi-Fi, ceci est une calculette, je tiens à vous le présenter. On a réussi à mettre tout ça dans un objet que tous vous avez dans la poche actuellement. Donc c'est 30 années d'intégration qui ont permis d'arriver à ce résultat-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone en fait? Qu'est-ce qui permet d'intégrer toutes ces fonctionnalités? Il y a plein d'éléments. Vous voyez ici un écran, bien sûr, une caméra, mais le plus important, c'est pour la communication sans fil. Ça se passe dans une petite puce qui fait quelques millimètres carrés, parce que ici vous avez en plus grand qui est relié, c'est un circuit intégré qui permet d'envoyer sans fil toutes ces informations. Et c'est vraiment le point critique de votre téléphone. Alors il faut savoir que ces puces, eh bien, ces circuits intégrés sont issus d'une course depuis 70 ans pour mettre le maximum de composants sur le moins d'espace. Vous voyez ici en haut à droite, c'est un PCB, comme on pouvait en avoir ici à l'ENSERM, avant on disait même l'ENSERM sans I, hein, ici, qui faisait 20 cm, et on arrive à mettre tout ça maintenant sur 2 mm. Ça s'appelle l'intégration. Actuellement, cette course permet d'intégrer 50 milliards de transistors sur une petite puce. C'est énorme. Tellement énorme que la puissance de calcul de cette petite puce est équivalente au cerveau d'une souris. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On est capable de faire tellement d'opérations sur une petite puce qu'elle arrive à venir nous donner des résultats comme si elle réfléchissait. Et on a une entreprise en Europe, qui est localisée en France, qui s'appelle STMicroelectronics, qui permet de fabriquer ces circuits intégrés les plus petits possibles. Et plus c'est petit, plus ça va vite. Et plus haut on peut aller en fréquence. Et pour nous, pour les communications, c'est très important. Alors pourquoi? Parce que le volume d'échange des communications a énormément augmenté. J'ai envie de dire, vous êtes coupable. Coupable, pourquoi? Parce que vous voulez partager toujours plus. Alors, les données de base, hein, bien sûr, des images, des fichiers, de la musique, et surtout de la vidéo. On est devenu adepte au streaming, et je parie que dans les rangs du haut, vous avez été plusieurs à consulter des stories sous TikTok ce matin, dès le réveil. J'ai raison? Oui, ou sous Insta.
Donc vous allez forcément vous retrouver ici dans les petits logos. Les réseaux sociaux sont devenus notre première source, bien sûr, d'informations, et qui plus est, avec le Covid, on échange encore plus virtuellement. Alors il faut savoir que ça se traduit en volume de données. Et il n'y a pas l'échelle ici. Si je vous parle en gigas, vous allez comprendre. Puis après, on va monter en péta, en exabytes. Exabytes, c'est 10 puissance 18 octets que l'on échange tous les mois. C'est énorme, cette croissance, elle est exponentielle. On voit en plus avec le Covid qu'on a besoin de plus en plus de ressources pour échanger des données. Et comment ça se passe au niveau du téléphone? Alors je vous invite chez moi, vous pouvez voir, il y a ma cheminée, canapé. Ici on est tranquillement dans le salon. Et je me suis amusé à changer le mode de mon téléphone en passant de la 2G à la 3G à la 4G. Et ce que j'ai pu observer avec des mesures vraiment faites à la maison, c'est que le volume de données d'une génération à l'autre était multiplié par 10 ou par 30. Donc la 4G, c'est déjà un petit peu... ça date. J'ai mis tout ça à jour au mois d'avril, quand j'ai eu la 5G ici à Talence. Et j'ai pu constater que la 5G m'amenait déjà en première phase à multiplier par 5 la capacité d'échange de données. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Comment est-ce qu'on arrive à toujours plus échanger de données? Alors revenons aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est d'échanger des données sans fil? C'est une question de plomberie, très simplement. Il y a des tuyaux. Les tuyaux sont les fréquences que l'on va utiliser pour communiquer. Et bien sûr, l'eau. L'eau, c'est les données que l'on va faire passer dans ces tuyaux. Donc, d'une génération à l'autre, si j'augmente le débit, c'est soit j'utilise plus de tuyaux pour envoyer plus d'eau, ou bien j'utilise encore mieux mes tuyaux. C'est d'ailleurs une combinaison des deux, et on va le voir après. On a besoin de tuyaux de plus en plus gros pour envoyer de plus en plus d'eau. Malheureusement, le spectre, les fréquences que l'on utilise, c'est une ressource que l'on partage tous sur Terre. On ne peut pas utiliser en même temps deux fréquences. Donc c'est normé. Il y a un standard. C'est défini principalement par les Américains qui décident, dans le spectre de 3 kHz à 300 GHz, qui va utiliser quoi, où et comment. Donc c'est eux un peu les gendarmes de la plomberie. Et ces tuyaux, eh bien, on va décider entre nous, c'est-à-dire au niveau international, comment est-ce qu'on va les utiliser. Si j'ai envie d'augmenter le débit, il va falloir que je gère mieux l'utilisation de mon spectre. Et gérer mieux, plus efficacement, ça veut dire quoi? Utiliser tous les tuyaux avec 100% de l'eau disponible et tout le temps. Et croyez-moi, ce n'est pas ce qu'on fait. Le spectre n'est pas utilisé en permanence. Donc il faut optimiser l'utilisation du spectre. En plus, on rajoute à cela des contraintes en électronique. Votre plus grande peur actuellement, aujourd'hui, c'est déjà d'avoir oublié son téléphone à la maison, mais je pense que personne n'a oublié, c'est de ne plus avoir de batterie. Je suis sûr que la plupart d'entre vous arriveront proches de la batterie vide à la fin de la journée, et de ne pas avoir de connexion pour se connecter. Alors nous, on a des solutions, grâce à la 5G, c'est de faire en sorte que votre téléphone consomme moins d'énergie pour qu'il tienne plus souvent sur sa batterie, et utiliser plus de ressources, de fréquences, de spectres, plus de tuyaux pour communiquer plus d'informations. C'est ce qu'on appelle la 5G. Alors au laboratoire IMS, pour revenir à la recherche, qu'est-ce que l'on conçoit? On va concevoir, inventer des circuits intégrés, c'est-à-dire des nouvelles architectures qui vont dans vos téléphones, avec les technologies les plus avancées au monde, les transistors les plus petits que l'on puisse fabriquer, pour faire les communications, les nouveaux standards qui vont arriver, la 5G, la 6G, et j'irai même au-delà, en faisant en sorte que votre téléphone consomme peu d'énergie et soit bien sûr le plus performant possible pour aller sur toutes ces fréquences. Et dans le seul but que vous achetiez le dernier iPhone, bien sûr, ou le dernier, je ne connais pas les autres marques, je ne fais pas de publicité, pour échanger, bien sûr, toujours plus, c'est-à-dire répondre à ce besoin exponentiel d'échange de données. Alors comment ça se passe?
Bien, on conçoit tout ça, on a des salles avec des ordinateurs, bien sûr, à commencer par notre réflexion, ici, notre savoir-faire, et on va envoyer en fabrication les circuits à Grenoble, chez ST Microelectronics, et 3 mois après, on reçoit ces petits bouts de silicium qui font quelques millimètres. On conçoit les puces, on va les mesurer, nous avons des infrastructures pour faire ces mesures à très haute fréquence avec la plus haute précision, et bien sûr, comme vous pouvez le voir à droite, quand ça fonctionne, on est très heureux, l'étudiant qui avait conçu ce circuit, à le sourire. Donc tout va bien. Alors, pour répondre à ces nouveaux standards, la 5G, ben, c'est toujours faire plus de données, plus de fréquences, plus de traitement du signal. Et en même temps, on doit répondre à d'autres contraintes, en faisant moins cher, qui consomme moins, et répondre toujours à ce besoin de débit. Alors j'ai même dit ne consomme rien. Notre rêve, c'est de faire une puce qui n'aurait même pas besoin d'être branchée, mais ça, c'est pas près d'arriver. Et accéder à tout le spectre. Alors, les nouvelles architectures, ben, c'est ici, à IMS, à Bordeaux, où on les conçoit. Et si vous passez d'ailleurs un appel en 5G, vous passerez via une puce qui a été conçue à IMS. Alors, une histoire de tuyau, quand on va passer d'une génération à l'autre, on peut faire comme les Américains. Eux, ils se sont dit, tiens, on a besoin de plus de tuyaux, eh bien, on va mettre ensemble, boum, tous les circuits. Hop, 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 on colle tout ça ensemble, et on envoie en fabrication. Méthode américaine. Malheureusement, ça va dans le mur. Et vous reconnaissez Greta Thunberg, ici, à droite, qui aurait dit, continuer à faire ce qui existe n'est pas une fatalité, on va dans un mur au niveau énergétique. On ne pourra pas continuer à coller ensemble des puces. Il faut réinventer l'électronique de communication. Alors c'est ce qu'on fait. Et j'ai pris ici l'image de Ariane 5 au décollage et d'une mouche. Votre circuit, il doit être capable de pouvoir écouter en même temps une fusée qui décolle et le bruit d'une mouche dans une pièce. Ça vous donne un petit peu les exigences de résolution d'un circuit pour que votre téléphone portable fonctionne. Et en même temps, il doit accéder à tout le spectre, tous les tuyaux, entre 600 mégas et 500 gigas. Et pour ceux qui ne le reconnaissent pas, ici, c'est Jean-Claude Van Damme, vous voyez, une star des années 80-90, qui doit faire le grand écart dans le spectre. Donc c'est vraiment ça, concevoir un circuit intégré, c'est faire le grand écart. Malheureusement, actuellement, tous les petits points que vous voyez ici sont les circuits qui sont fabriqués au monde. Ça, c'est le domaine du possible, ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire. Et nous, on a envie d'aller dans le domaine du rêve, de l'autre côté de la frontière de Einstein, c'est lui qui l'a fixé, c'est vraiment de la physique qui nous dit, bah, au-delà de cette frontière, on ne peut pas y aller. Alors il y a 2-3 petits points, bien sûr, hein, mais vous voyez, on n'arrive pas à aller de l'autre côté, alors que c'est là où on veut aller pour faire ces circuits qui accèdent à tout le spectre. Donc on va penser différemment. Et là, j'ai une question pour vous. Où est-ce qu'il y a le moins de points? Sur la figure 1 ou sur la figure 2? Sur la figure 2. Très bien. Alors pourquoi je dis ça? Les deux images que vous avez vues sont la même information, sauf qu'il y en a une dans le monde temporel et l'autre dans le monde fréquentiel. Traditionnellement, nous faisons ces circuits basés dans le monde temporel. Il y a beaucoup de points, et chaque point doit être converti. C'est ça qui consomme de l'énergie, c'est ça qui fait qu'on doit marcher à très très haute fréquence. Nous, on a décidé de faire autrement en IMS, de basculer dans le monde fréquentiel. Et vous comprenez que s'il y a moins de points, il y a moins d'informations à convertir, c'est-à-dire qu'on va consommer moins d'énergie et on pourra prendre notre temps pour le faire. Donc, nous avons conçu pour la première fois au monde une puce à conversion fréquentielle et c'est ça qui a rendu la 5G possible. Alors, quand on parle de conversion fréquentielle, et je suis sûr que vous avez cette culture, on fait appel à Joseph. Joseph Fourier, bien sûr, c'est lui qui a inventé la transformée de Fourier. Il est français, c'est un bon pote à Napoléon, d'ailleurs, qui permet de passer du numérique aux radiofréquences directement. Mais il y a un Américain qui s'appelle Joseph Walsh, qui a repris un peu les travaux de Fourier. Alors lui, il date des années 70, Joseph Walsh, et il a inventé une sorte de transformée de Fourier, mais numérique. Et nous, on aime bien le numérique, parce que nos puces, elles sont à base d'opérations numériques. C'est ça qui va nous servir pour passer du temporel au fréquentiel. C'est ça, au laboratoire IMS, que l'on recherche depuis 10 ans. Et si je dois le traduire simplement, on va essayer de passer des carrés, vous avez des carrés ici à gauche,
ce sont les carrés de Walsh, au sinus, et les sinus, ce sont les signaux temporels qui font que votre téléphone portable va émettre, communiquer. Alors, entre les deux, il y a la transformée de Walsh, et c'est très important de dire quelque chose, c'est que M. Walsh, oui, il a inventé sa transformée fréquentielle, mais il s'est basé sur les travaux de quelqu'un qui s'appelle Hadamard, et ce Jacques Hadamard, c'est une fierté locale. Il a été maître de conférence à l'université de Bordeaux, ici, juste à côté, en 1893. Comme quoi, ça vous montre le lien, toujours de Bordeaux à Bordeaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette transformée? On va la mettre dans une puce pour émettre les signaux, une puce pour recevoir les signaux. Hop, on travaille des années pour faire le petit bout de silicium. Ça fonctionne, ça permet d'avoir un circuit radio, d'encoder de l'information en utilisant cette fameuse transformée fréquentielle. On ne travaille que dans le monde des fréquences et d'avoir cette conversion directe. Si vous êtes intéressé, il y a des articles qui ont été publiés, notamment celui-ci en français. On va les mesurer, donc on mesure ce grand écart. Est-ce qu'on arrive à le faire? La réponse est oui. Vous avez des pics qui représentent les différents tuyaux de la 5G, qu'on a mesuré ici au laboratoire IMS, et on a montré même qu'on pouvait avoir une consommation de 1 milliwatt, ce qui est très différent des circuits classiques qui consomment entre 100 milliwatts et 1 watt. Donc on a divisé par 100 la consommation d'une tête émettrice d'un téléphone portable. Alors c'est bien tout ça, mais on continue la recherche, on ne s'arrête pas, et on va aller au-delà de la 5G. Alors toujours dans l'esprit de faire cette conversion fréquentielle pour envoyer plus d'eau, utiliser plus de tuyaux, faire en sorte que Greta Thunberg sera contente. Oui, c'est le projet qu'on vient de commencer, on a peut-être divisé par 100, mais on va continuer encore à diviser la consommation énergétique, moins 300% avec la nouvelle puce qui vient de partir en fabrication, en utilisant toujours cette mathématique. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ce traitement fréquentiel, ce langage fréquentiel, il était parfait pour le donner à l'intelligence artificielle. Elle allait pouvoir se servir directement des circuits radiofréquences, on allait pouvoir faire communiquer directement l'intelligence artificielle. Donc, donner enfin toute liberté à l'intelligence artificielle pour communiquer grâce aux mathématiques, c'est grâce à la conversion fréquentielle. Et on continue notre recherche, c'est ça, c'est sans fin la recherche, c'est passionnant. On commence à chercher quelque chose, on trouve, hop, et puis on continue, ça nous amène dans des chemins qu'on ne pouvait même pas envisager. Ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire le surlendemain, j'adore cette phrase, et on passe de la 5G à la 6G, voire même au-delà. Vous avez peut-être une idée de ce que peut être la 5G, mais alors qu'est-ce que ça va être la 6G? Eh bien, on va aller faire communiquer ce qui ne communique pas. Comme j'ai dit, connecter les non connectés, un petit peu comme vacciner les non vaccinés, on va aller chercher ce qui reste à faire. Les robots, par exemple. Bien sûr, le véhicule autonome. Et puis, pourquoi pas nous-mêmes? On va venir hybrider l'humain avec de la technologie. On va s'appeler des cyborgs. Et l'ultime, faire disparaître le téléphone portable, la télépathie. On va aller mettre des puces directement dans la tête. Bon, là, c'est après la 6G, ça, hein, bien sûr. C'est vrai qu'on nous a mis déjà les puces 5G grâce au vaccin, donc pourquoi pas les puces 6G dans la tête. Voici mon premier véhicule autonome en 1986. Vous voyez, j'essaie toujours de garder une petite longueur d'avance. Et comment trouver de nouveaux tuyaux pour communiquer plus? La 6G. Eh bien, on a déjà utilisé toutes nos ressources de fréquences. On va l'en chercher au-delà. Ça va être à 150 GHz, très très haut dans le spectre, des fréquences qui n'ont pas encore été exploitées. Et c'est plus que le grand écart cette fois. C'est le Grand Canyon que l'on doit franchir pour réaliser ça. Alors, on a proposé un projet européen et l'Europe nous a proposé y a répondu et va nous financer pour inventer ce premier circuit 6G qui va faire le lien entre l'intelligence artificielle et les communications. On aura une vraie intelligence artificielle communicante avec comme but de gérer ces tuyaux, ce spectre, sans perdre une goutte d'eau. C'est une ressource précieuse. Et en même temps, l'intelligence artificielle, grâce à sa puissance, va faire que la consommation d'énergie sera optimisée totalement. Chaque goutte compte. Le plus compliqué, c'est de le faire à 150 GHz. Et nous avons le savoir-faire pour cela. Alors, les puces,
on les fabrique, elles sont en cours de fabrication et j'espère que des résultats seront publiés prochainement. Donc vous voyez, le laboratoire IMS est dans son écosystème de l'Université de Bordeaux, du CNRS de Bordeaux, INP. L'équipe à laquelle je participe, c'est l'équipe du circuit et système au laboratoire. Ce que j'aime bien dire, c'est que je vous ai parlé de science-fiction au début, qui sont devenues science-réalité. Mais ça va être quoi la science-réalité de demain? Regardons la science-fiction d'aujourd'hui pour avoir cette réponse. Alors, on peut parler d'hologramme, on le voit dans les films. L'holographie sera une fonction apportée par la 6G. Nous aurons des films en 3D, on pourra parler en 3D prochainement. Mais aussi, et là, je vous conseille ces 3 films, où vous allez pouvoir voir que la 6G et au-delà va permettre de connecter les intelligences. Les intelligences au pluriel, par exemple, l'intelligence artificielle elle-même va communiquer avec nous. Ou bien nous-mêmes, pour aller chercher aussi quelque chose qui peut intéresser certains, l'immortalité, en chargeant notre conscience dans un circuit qui pourra le supporter. Ou bien des robots communiquant entre eux. Toute cette puissance pourra être amenée grâce à cette technologie. Alors moi, ça me fait un peu peur quand même, parce que je ne sais pas si vous connaissez ce film iRobot, où les robots estiment que notre intelligence devient inférieure et qu'il faut l'éliminer. J'aimerais pas être le responsable qui fasse que la communication entre robots soit faite à IMS et alimenter ce genre de science-fiction. Je reste optimiste quand même pour que ce soit pour le bien de l'humanité. Alors je voudrais remercier bien tous mes collègues qui m'accompagnent dans cette innovation, à savoir Yann Deval, Nathalie Deltimple, Eric Hervé, Hervé Lapuyade, mon équipe de recherche, et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, merci. Oui. Du coup, vous avez parlé de communication avec l'intelligence artificielle grâce à des puces 6G. Du coup, est-ce que ça veut dire que les puces 6G et au-delà seront capables de vraies réflexions et non pas de simples calculs? Alors, il faut voir l'intelligence artificielle comme 2 choses. L'intelligence artificielle numérique, c'est-à-dire celle qui réfléchit sur la puce, celle qui fait des calculs actuellement, mais qui demain, grâce à l'intégration, sera pensante, et la fonction de communication. C'est-à-dire que c'est le circuit qui permettra à l'intelligence de communiquer. Moi, ce que je propose, c'est de rassembler les 2. Donc, c'est ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Dans un futur proche, oui, je pense qu'on aura une intelligence artificielle pensante à qui on va donner le pouvoir de communiquer sans fil et sans notre intervention. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation extrêmement intéressante. Alors, je suis neuroscientifique. Alors, qu'est-ce que vous appelez pensante? Consciente d'elle-même. C'est suffisant? Ça dépasse mes compétences. Ou mon intelligence, je ne sais pas. Oui. Bonjour. Alors déjà, merci pour votre intervention. Je suppose que vous avez entendu parler du métaverse par Zuckerberg. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et voir quel rôle aurait la 6G ou plus dans cet univers virtuel? Alors j'ai entendu parler comme vous. Je vois le rôle de ces travaux comme étant le lien de communication sans fil, c'est-à-dire la plomberie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et rien de plus. L'usage, il vous appartient, ou la conception de l'usage appartient à ceux qui sont plutôt du domaine du numérique. Donc ce que j'ai présenté, je vois un peu comme la plomberie, c'est tout. Mais c'est pas ça de la plomberie, hein. C'est bien. Hein. Et vous pouvez me voir comme responsable de la technologie qui va permettre de faire le métaverse. Donc vous pouvez m'insulter, il n'y a pas de souci. Est-ce que du coup, avec le développement de la 6G, on peut penser à
supprimer entre guillemets tout ce qui est 2G, 3G, 4G et peut-être même 5G afin de libérer des bandes de fréquences et du coup pouvoir la réutiliser pour autre chose. Exactement. D'une génération à l'autre, on essaye d'effacer les anciennes générations. La 5G a déjà pris le pas sur la 4G, sur certaines bandes. La 6G aussi a pour objectif de tout rassembler et de faire mieux, comme si on partait de zéro. Oui, merci pour ce bel exposé. J'ai une question sur l'énergie, en fait. Tu nous as bien dit que donc on peut calculer très vite, devenir presque intelligent, intégrer la communication et transférer des données. Et en fait, c'est côté transfert, on économise de l'énergie. Par contre, côté données, on en génère de plus en plus. Est-ce qu'il n'y a pas une limitation à un moment donné? Alors, et déjà, d'un point de vue énergétique, aller plus vite et transférer plus d'informations, ça veut dire générer plus d'informations. Est-ce que d'un point de vue énergétique et écologique, on n'est pas dans une fuite en avant? Et où sont les limitations en fait dans tout ça? Alors, c'est une très très bonne question, je te remercie. J'ai l'impression que toute notre énergie à concevoir mieux pour réduire l'énergie est perdue par le fait qu'on sollicite plus de ressources. La fuite en avant, on arrive à y répondre encore actuellement. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a 15 ans, quand j'étais ici sur les bancs de l'école, on me disait « Allez, dans quelques années, c'est fini, on ne pourra pas faire mieux. On n'aura pas de meilleure technologie, on arrive vraiment aux frontières de ce qui est possible. » 15 ans après, on arrive encore. Donc il y a deux écoles, celle où on croit qu'on va aller dans le mur et celle qui va continuer à avancer. J'ai aucune réponse par rapport à ça. Je pense qu'avec l'âge, je deviens de plus en plus pessimiste, mais je crois qu'il faut rester optimiste. Il y aura forcément de nouveaux concepts, de nouvelles façons de faire l'électronique. J'espère. Oui, j'ai une petite question. Merci François pour cet exposé. Hier, on a eu l'inauguration, enfin l'anniversaire plutôt de la chaire mobilité intelligente. Et tu parlais tout à l'heure d'usage, on va inventer les usages. Là, on voit un usage tout à fait qui illustre la nécessité finalement de ces débits de données, de ces communications instantanées presque, etc. Mais forcément, à cela se pose une question, c'est la question de la fiabilité. Parce que bon, les réseaux sociaux, c'est une chose, mais on ne court pas beaucoup de risques. Mais en revanche, quand on parle des véhicules autonomes, etc., là, donc comment tu peux nous dire comment aborder cette question de la fiabilisation? Oui, alors justement, d'une génération à l'autre, 5G, 6G, la qualité de service est augmentée. On se le doit, puisque moi, je n'ai pas envie de monter dans une voiture dont le contrôle n'est pas assuré. Et même s'il est assuré, j'aurais quand même peur de monter dedans. C'est normal, c'est instinctif. Mais il faut savoir que d'une génération à l'autre, la fiabilisation est au centre et elle est même renforcée. À titre d'exemple, on a toujours un facteur 10, c'est-à-dire on va améliorer de 10 fois d'une génération à l'autre, comme le temps de latence, ce qu'on appelle le temps d'échange d'informations d'un côté à l'autre de la Terre. Avant, il était de 100 millisecondes, la 5G est à 10 millisecondes, la 6G sera 1 milliseconde. Ça donne du temps quand même pour rediriger la voiture s'il y a un problème ou au calcul de se faire. Et surtout la couverture réseau. Ce que je vois avec la 6G, c'est qu'il n'y aura plus de réseau centré au sens où il est structuré. C'est l'intelligence artificielle qui va gérer par elle-même le réseau. Et j'ai envie de dire, je fais plus confiance à l'intelligence artificielle pour s'organiser rapidement pour garantir la fiabilité que à un réseau classique tel qu'on le connaît. Alors, c'est une phrase comme ça en l'air, hein, bien sûr. Et je pense déjà deviner votre question, en disant quelle est l'intelligence artificielle qui peut garantir ça? Sûrement. En tout cas, je fais confiance au numérique pour remplacer l'humain dans la gestion. Ça, c'est sûr. Alors ma question, elle n'était pas exactement celle-là, c'était plus au niveau matériel, parce que vous dites on n'aura plus un réseau tel qu'on le connaît actuellement. Par contre, au niveau stockage de données, ça peut se passer comment? C'est-à-dire qu'on supprimera aussi les salles de serveurs C'est une très bonne question. Pour la 6G, il y a ce qui commence à émerger, ce qu'on appelle le edge computing ou le in-memory computing. C'est-à-dire que la donnée sera au plus proche de là où elle est générée. Ce qui sera envoyé sera l'information, c'est-à-dire le traitement de la donnée, voire même le traitement de l'information qui est le traitement du traitement de la donnée, ce qu'on appelle la connaissance. Donc on va essayer aussi de ne pas gaspiller l'énergie dans les tuyaux, l'eau, et de la filtrer un petit peu avant de l'envoyer.
Le edge computing, voire même maintenant on appelle ça le extreme edge computing, va être une sorte de compromis entre consommation de l'envoi de données et son traitement le plus localisé possible. Je ne sais pas comment ça va se traduire. Ce que vous voyez, c'est que la plupart du temps, c'est la façon américaine qui l'emporte, c'est-à-dire on met tout ce qu'on sait faire ensemble, boum, on envoie, on vend, sans trop réfléchir. Et nous, à la française, on aime bien être un peu artiste, faire des belles choses et prendre le temps pour le faire. Je ne sais pas ce qui va l'emporter. Oui. Bonjour monsieur, merci pour la présentation. Ça marche. Ouais, au niveau du matériel, pour rester un peu sur le sujet, notamment à un moment donné dans votre graphe, vous avez montré toute une histoire au niveau de la communication par satellite, qui sera une application pour la 6G, mais entre les problèmes de distance que la 6G cause, puisque à mesure que les fréquences augmentent, la portée diminue, et en même temps le besoin de transférer énormément de données, comment est-ce que sur le plan du matériel, on va pouvoir réaliser des communications aussi longue distance avec des données aussi, des débits aussi importants? Alors c'est hétérogène. Les technologies mises en œuvre sont hétérogènes. Là, j'ai présenté les technologies classiques, celles qu'on a dans nos poches, grand public. Ça fait appel à la technologie CMOS, à un maillage du réseau très dense, ce qu'on a dans nos villes actuellement. Dès qu'on part sur des points à points, ce qu'on appelle dans le réseau, donc qui a concentré les données pour les envoyer par exemple par satellite, ça fait appel à d'autres types de technologies. Et ça fait partie du côté hétérogène du réseau tel qu'il a été pensé. Une dernière question? J'ai beaucoup de questions, c'est bien, merci. Si certains d'entre vous veulent faire une thèse ou un stage au laboratoire IMS aussi, je me permets de faire la promotion, n'hésitez pas à me contacter. On a toujours des offres. Vous avez dit qu'après chaque génération, on a essayé de faire toujours qui consommait moins, mais dans notre mode de production actuel, consommer moins, quand on consomme moins, on va essayer de plutôt consommer autant, mais produire plus. Du coup, est-ce que, à force d'augmenter la technologie, par exemple matérielle, on ne va pas arriver à des limitations, par exemple pour faire les puces ou même au niveau de l'intelligence artificielle, qui va nous faire dépendre d'une technologie bien trop haut niveau si on arrive à des limitations matérielles? Quand vous parlez de dépendance, quel type de dépendance? C'est-à-dire, si on arrive par exemple à une pénurie de matériel pour construire les puces, ou alors juste... Tout à fait. Je vois ce que vous voulez dire. Il y a une double dépendance. Il y a la dépendance de fabrication, c'est-à-dire les capacités à fabriquer, et il y a aussi la dépendance intellectuelle. Vous. C'est-à-dire que notre capacité à concevoir ces circuits. Actuellement, l'Europe, la France, a perdu son indépendance de fabrication. On est en train de réinvestir dans de nouvelles usines pour, d'ici 3 ans, pouvoir fabriquer ces circuits. Actuellement, 80% des circuits qui sont dans cette salle sont fabriqués à Taïwan. Et vous comprenez tout à fait les enjeux géopolitiques actuels. Donc, on va redevenir souverain dans notre fabrication. Et la souveraineté intellectuelle, on l'a grâce à vous, on l'a grâce au laboratoire IMS, c'est-à-dire que nous avons cette compétence de pouvoir fabriquer nos circuits et on sait ce qu'il y a dedans. C'est le plus important. Merci encore, merci pour vos questions. Merci.